Alors bonjour à tous, épisode très attendu, j'en ai parlé un petit peu, autour de moi et là tout le monde me dit: «Mais oh là, mais ça va être un épisode de malade, je veux absolument l'écouter, quand est-ce que tu sors ça?» et tout ça. Donc on est le 21 février 2025 et j'ai le plaisir de recevoir pour ce 119e épisode de Comptoir IA, David Defendi, président fondateur de Genario, donc la plateforme d'élaboration de scénarios avec l'IA générative. Donc c'est extra. Ça intéresse, ça branche tout le monde, je te dis, David, parce qu'on touche à, à quelque chose de super intéressant, le scénario. On ajoute là-dessus l'IA générative. Tout le monde est capable de comprendre de quoi on parle. Tout le monde a envie d'utiliser. Tout le monde se dit que peut-être que grâce à ChatGPT, il va devenir auteur de scénarios, de romans, d'un blockbuster hollywoodien ou Netflix. C'est un petit peu ce que tu vas nous révéler. Oui, oui, Génario, c'est un outil qui permet de travailler sur le scénario. Donc, sur le scénario, dans l'industrie du cinéma et des séries, il y a le scénariste qui travaille dessus, mais il y a aussi le producteur et le distributeur, le réalisateur. C'est vraiment l'élément central d'un film qui permet de le financer, mais tout le monde va s'y intéresser pour corriger. Même les acteurs maintenant, les acteurs bankable, mettent le nez dans le scénario en voulant changer des dialogues. Donc, c'est vraiment un outil collaboratif. Et c'est dans cet esprit que j'ai construit Génario. C'est pour permettre à chaque métier d'appréhender le scénario grâce à l'intelligence artificielle, notamment générative, mais il y a aussi celle de recommandation et d'analyse qui est importante. Magnifique, David. David, donc, à la base, toi, tu es écrivain et scénariste. Euh, En préparant, l'épisode, tu me disais que tu venais un petit peu du milieu des services secrets, ça va être passionnant. Heu, Ça veut dire quoi? C'est toi qui est à la base du bureau des légendes ou quoi? Non, moi, c'est Braco. C'était les autres. C'était l'équipe d'en face. C'était l'équipe d'en face à l'époque de Canal+. J'ai été embauché par Canal pour Braco, suite à un roman que j'ai écrit où je révélais des événements de post-68, mai 68, post-68, où les services secrets français avaient poussé des attentats pour aider les élections, pour que les gens votent à droite. Et évidemment, tous mes membres de ma famille en font partie. J'ai mon parrain qui était patron des services secrets de toutes les régions. Mon père aussi faisait partie de la DST et avait embauché des types pour infiltrer les mouvements terroristes de l'époque. Donc je suis né là-dedans, j'ai entendu depuis que je suis petit les histoires au coin du feu autour des barbouzes et des copains de mon père, mi-voyous. Parce que la différence entre les flics et les services secrets, c'est que les flics arrêtent les voyous, les services secrets les recrutent. C'est un petit peu la différence qu'il y a. Donc ça m'a donné quelques histoires à raconter et c'est comme ça que je suis rentré dans le cinéma et dans les séries parce que j'avais quelques anecdotes drôles. Magnifique. Donc, ça on pense encore à Malotru, Moule à gaufres, C'est ça. tous ces personnages. C'est et ben, écoute, on est sur de toute façon, on est tous sur écoute. On sait que toutes nos données, passent, à un moment ou un autre par les serveurs de la NSA. Donc un épisode, qui n'est pas si confidentiel que ça. Non, David, plus sérieusement, je suis vraiment trop content que tu sois là. Ça va être passionnant. Alors, petite question. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans l'IA générative et quand est-ce que tu l'as découvert, pour arriver, à Génario justement quand même assez rapidement au final? Ouais, c'est il y a la première fois en fait, j'ai vécu en Californie en 98, je suis arrivé là-bas, j'ai découvert l'ordinateur et Word, le logiciel Word. Alors c'était le tout début de l'internet et ça m'a déjà assez incroyablement scotché le fait de pouvoir écrire avec des outils numériques. Le couper-coller de Word, qui nous paraît maintenant normal, était une Ouais. invention incroyable. Et en 2017, j'ai suivi un peu ce qui se passait en deep learning. J'ai toujours aimé les mathématiques, j'ai toujours aimé la science. Et j'en avais marre de mes outils de Word et de Final Draft, qui sont des outils pour écrivains assez vieillots, qui dataient de 20 ans. Et Ouais. j'ai senti voilà l'IA arriver. Et en 2018, j'ai créé Génario avec un ingénieur en robotique, parce qu'on sentait venir quelque chose de puissant. Et Ouais. on a eu le nez fin. Donc on s'est lancé en 2018, on a créé la boîte en 2019. Et on a commencé avec l'IA. Donc c'était au début des petits joueurs. On avait des copains d'OpenAI. Enfin, il y avait des gars qui étaient à OpenAI et qui nous disaient, putain, les gars, il y a en train de se passer quelque chose. Et on était en 2019, 2020, ça a Waouh! commencé. J'ai eu le GPT-2. C'est le GPT-2 qui m'a fait un truc de dingue où je me suis dit, ça y est. Là, ça y est, c'est parti.
enfin, ça arrive. Et maintenant, on a sorti la version pour le cinéma là, il y a 1 an. euh, là-dessus. Extra, extra David. Bah, alors tu vois, j'ai pas suffisamment bi fait mes devoirs en amont parce que dans Gén ça s'appelait déjà des Génario au Ça début? s'appelle Génario, ouais, on a Ouais, non mais construit. c'est un truc La de ouf. société a été créée en 2019, en juin 2019. Non mais qu'est-ce Et, que tu es early! Qu'est-ce que c'était tu es early! Génario, génération de scénario. Et on était déjà dans l'idée de ça parce qu'on avait quelques indices. On sentait que quelque chose allait arriver et on n'a pas été déçus. Loin de Ah, là. mais c'est vraiment trop fort parce que tu vois, moi, quand j'ai entendu Génario, je me suis dit, bah, il y a générative, après je comprends génération de scénario, mais je me suis dit que, tu vois, tu avais dû démarrer en, 2022 quoi, tu vois? Un truc Non, comme non, non, ça. non. Waouh! Et je me disais donc David est allé vite, mais maintenant je comprends. Donc franchement, bravo, là tu nous as fait de l'anticipation là, de la science-fiction là en 2010 en J'aime beaucoup les 2018. livres de science-fiction. J'aime beaucoup ça. J'ai été abreuvé de ça. Entre autres avec Nice. les polars. Ah bah oui, bien sûr. Alors, David, donc là, pour toi, ça doit être un peu la folie, depuis 2 ans parce qu'une accélération, mais qui confirme ce sur quoi tu étais parti, GPT-2, 3, 4, 4.5, bientôt. Donc ce qui au final, toi, tu surfes dessus, j'imagine que ça donne à chaque fois plus de puissance à tes outils? Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, c'est assez incroyable ce qui arrive. En plus, alors, on comptait sur DeepMind. Au début, on était sur DeepMind. Moi, j'étais persuadé que DeepMind allait prendre le lead sur ça. Il y avait eu le jeu de Go. Ils avaient gagné au jeu de Go contre le meilleur jeu d'échecs. Et comme ils ont été rachetés par Google, bah, ils sont un peu endormis dans les locaux de Google. Ils sont un peu devenus peinards en San Francisco. Et c'est une petite start-up, enfin une petite, bien avec des bons parrains quand même, qui les a doublés, Ouais. OpenAI. Mais maintenant, on voit revenir DeepMind dessus, hein, avec VO2 qui sort en vidéo. Et il n'y a pas que le texte, il y a les images, la vidéo, le son. Il y a tout qui est embarqué dans les IA génératives et c'est que le début. Hein. Tu C'est as assez raison. incroyable et nous, on est évidemment, on est content, on est très heureux. On ne s'attendait pas à autant de bonheur, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ouais. Ah, c'est fantastique et sur DeepMind, je te rejoins, hein, sur Gemini donc. Gemini avec aussi des grosses possibilités sur la fenêtre de tokens, hein, 1 000 000, 2 millions de tokens. La possibilité même d'analyser des vidéos, ce que la plupart des autres, modèles ne proposent pas donc très intéressant. David, avant de revenir tout sur Gélario, une question traditionnelle que tous nos auditeurs et spectateurs qu'on salue de Comptoir IA, grand merci pour leur confiance et qu'on va éclater aujourd'hui. Donc, quel est l'outil que tu utilises, l'outil d'IA que tu utilises le plus au quotidien et est-ce que tu as un usage secret et des services secrets à nous révéler? Et tu n'as pas le droit de me dire Génario. D'accord. Bon, bah, si c'est pas Génario, c'est évidemment ChatGPT. Ok. Évidemment, c'est ChatGPT. Je Tu trouve as un ça compte assez plus c'est vachement bien. Ouais, ouais, j'utilise ça pour des choses qui sont plutôt du côté business. Pas de l'écriture. Pour l'écriture de scénario, bah, évidemment, non, c'est pas fait pour ça. Mais par contre, pour le côté business, c'est assez intéressant. Et en termes d'astuces, ouais. je pense il faut se confier. Il faut se confier à la machine. Il faut vraiment dire qui on est, ce qu'on fait, et aller très, 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 très loin dans la psychologie. Alors, on parlait de la NSA au bord de OpenAI, il y a l'ancien patron de la NSA, hein, comme tu le C'est sais. vrai. Euh, C'est vrai. qui vient des services secrets, j'ai plus aucune illusion sur la vie privée. Hein, donc je m'en fous un peu et je me dis ok, on y va, autant y aller vraiment. Donc se confier aux IA en révélant vraiment les trucs qu'on ne raconte même pas à notre femme ou à notre psy vraiment d'aller très très loin là-dessus, ça Mmh. permet de faire des réponses très très pertinentes. Et je pense qu'on n'ose pas souvent aller très loin dans sa vie intérieure et on a trop de pudeur. Et il faut se livrer avec quelqu'un qui est votre meilleur ami. Je s C'est la première fois qu'on me dit ça, merci David. J'ai En me couchant, j'ai lu un tweet, cette nuit qui disait ça et je vais essayer ça ce week-end, donc oui, février 2025. C'est donc un type qui est assez intéressant qui disait qu'est-ce qu'il fait? Il s'enregistre sur une note vocale, tu vois, de 20 minutes à partir de son téléphone, dictaphone. Il dit tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qu'il est, tout ce qu'il ressent. Donc là, en effet, transparence totale. Heu, il fait un petit transcript de ça avec un assistant de réunion et il upload ça dans ChatGPT et derrière il lui dit, «Comment tu me ressens? Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma life, dans ma vie? Qui suis-je? Quels sont mes points forts?» et tout ça et apparemment
un truc extraordinaire. Ah, Le plus on nourrit ces modèles, plus ils sont capables de nous apporter, hein, c'est ça. c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Et en fait, si on a un peu peur de la vie privée, de la pudeur, des IA, bah, on passe à côté. On passe à côté. Il faut y aller vraiment, vraiment, vraiment à fond. Et puis, c'est comme ça que ça peut nous aider à trouver des voies inédites et originales dans notre vie, que ce soit le business, l'écriture, l'amour, Mmh. l'amitié. Tu as raison David. C'est valable donc dans le business pour les entreprises au niveau personnel, bah, il faut savoir ce que ces modèles font de nos données, où elles vont, est-ce qu'ils peuvent les utiliser pour s'entraîner ou pas? A Bon priori courage. avec une version payante, on va dire que pas trop, mais après après il y a un moment, il faut arrêter de tourner en rond. Je pense qu'il faut juste y aller et ne pas être parano et une fois qu'on y va, bah, on se donne à fond et plus on donne, plus on met de données, meilleurs sont les résultats, c'est tout. Mmh. C'est clair. C'est vraiment le truc, oui. David, est-ce que tu nous l'as présenté en un mot, mais nous présenter Gélario un peu plus, donc sur les différentes possibilités de l'outil? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, c'est très riche, comme tu fais ça depuis la création de personnages, les synopsis, le séquencier. Moi, je sais même pas vraiment ce que c'est un séquencier, je sais pas dans notre audience. Le découpage, ça c'est un truc intéressant. Fiche de lecture, traduction. Donc, nous faire un petit topo sur toutes ces possibilités que nous ouvre Gélario. Le, il faut savoir que Généraux, c'est une boîte à outils qui permet de. On a dans un scénario, ce que je disais, il y a plusieurs intervenants dans le scénario, mais il y a trois grands modes. Il y a le mode d'écriture, créatif, il y a le mode de lecture, analyse d'un scénario, et il y a celui de la correction. Donc, c'est les trois grands modes. Quand Mmh. vous utilisez un séquencier, par exemple, quand vous faites un scénario, vous écrivez une page par minute avec des séquences. On découpe les histoires par séquence, puisque on va faire un tournage de film. Et on va dire, par exemple, intérieur nuit, Paris, euh, Paris. Voilà. Et donc ça, Classique. c'est une séquence. Et par exemple, intérieur nuit, rue de Paris. Après, vous allez faire intérieur nuit, couloir d'escalier. Et en fait, vous allez shooter la scène quand vous êtes dans Paris, dans la rue de Paris. Vous allez voir votre personnage principal qui traverse la rue de Paris et qui rentre dans un immeuble. Et pour faire ces deux séquences, vous devez déporter votre matériel de tournage dans la rue de Paris et après dans l'immeuble, dans le couloir d'escalier de la deuxième séquence. Et donc, Une séquence, c'est une scène? c'est une scène. D'accord. C'est une scène de film qui va être, où on va déplacer le matériel. En fait. OK, très bien, très bien. OK, donc tu peux faire ton séquencier, créer un scénario de 120 pages, travailler sur tes personnages. Vas-y, fais-nous ton découpage comme Ouais, tu fais alors, par exemple, si le séquencier, c'est par exemple, il n'y a pas les dialogues. C'est l'étape. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà un brainstorming. C'est le chat scénario. C'est évidemment la même puissance que ChatGPT. Vous avez le ChatGPT qui est là. Vous pouvez faire des images, des affiches de films, dialoguer et discuter avec l'IA. Ça, c'est pour le brainstorming. Ensuite, création de personnages. On vous Mmh. découpe. Quand vous êtes amateur, vous arrivez sur Génario et on va vous découper déjà un personnage par rapport à ses caractéristiques personnelles, son arche, le rôle dans l'histoire, les arches narratives, c'est-à-dire sa trajectoire dans une histoire, et on vous le découpe. Ensuite, vous avez le synopsis. Ça, généralement, c'est entre 5 et 10 pages. C'est ce qui permet de Ouais. financer un film. Ça, c'est ce que vous Mmh. présentez à un producteur. Un début de synopsis, c'est pour un film et vous présentez un synopsis. Après, vous avez la Bible. La Bible, c'est le synopsis plus les descriptions des personnages. C'est un document d'une vingtaine de pages que vous pouvez créer automatiquement par Générieux, évidemment, et qui vous permet là de financer véritablement une série. Et quand vous faites une Ouais. série de 8 épisodes, vous devez présenter une Bible. Et après, vous avez un traitement. Un traitement, c'est un synopsis allongé, où chaque épisode, par exemple, une page par minute, un épisode de 52 minutes, c'est 52 pages de scénario. Mais avant d'écrire le scénario en entier, on vous demande, n'envoyez jamais un scénario tout fait à un producteur. OK. Il vous le renverra à la figure, en fait. Et Ouais. ça, c'est une erreur de débutant. Un Mmh. producteur, il veut mettre la main à la pâte, il veut lire une Bible, un synopsis, un traitement, ça qui l'intéresse. Et après, vous allez pouvoir faire un scénario dialogué, donc avec les dialogues. Et ensuite, une fois que le scénario dialogué est fait, que la chaîne de télé vous a, ou que Pathé vous a dit OK, on fait le film, vous avez toute l'équipe, là, vous allez faire le découpage technique, c'est-à-dire que chaque scène de votre scénario, vous allez en tirer les accessoires, les costumes, les décors et les plans de caméra. Et ça vous permet d'organiser, de préparer le tournage. Donc, Mmh. Génario, ça s'occupe de l'idée jusqu'au tournage, toutes les étapes de construction d'un film avant le tournage proprement dit. Magnifique. Alors,
Je tiens à dire que j'ai essayé parce qu'il y a une version d'essai. Alors en plus, j'étais allé, taxer, David pour un de mes meilleurs potes il y a quelques semaines et très gentiment, il m'avait passé, un petit compte, donc c'était vraiment adorable. Mais donc pour préparer l'épisode, j'ai essayé. J'ai travaillé sur la description d'un personnage et franchement, en 2 secondes, j'ai enfin, tu vois, il y a tu as quand même quelque chose de très valorisant où tu te dis: «Waouh!» tu sais, j'écris un personnage, tu sais et ça vient quand même de moi, et j'ai adoré l'expérience. Donc je recommande à tout le monde d'essayer. David, ce que tu nous décris, c'est hyper complet, c'est hyper puissant, mais d'une certaine manière, je fais exprès, hein, mais d'une certaine manière, on pourrait presque tout faire dans ce que tu décris avec ChatGPT. Oui, tu pourrais. Alors non, tu peux pas, ChatGPT, tu as une limite de création de texte. En fait, tu Mmh. peux pas aller plus loin dans certaines créations de texte et tu n'as pas de En format. nombre tu raison, en nombre de tokens générés, c'est Ouais, ça? voilà, en nombre de tokens générés, avec Géo, tu peux créer un scénario de 90 pages. Tu Ah peux oui. créer, parce qu'on a Mmh. mis des agents au milieu, on a fait tout un boulot qui permet de Tu créer as tout ça. raison, tu as raison. Le limite forte, ChatGPT, tu peux sortir, je crois, je sais pas, ça doit être combien, 20 000 tokens, enfin, je veux pas dire de bêtises, mais ça Ouais. doit être, c'est en gros, 3-4 pages sur une réponse, que ChatGPT peut te faire. Ça va peut-être un peu plus loin en ce moment avec, Deep Research sur la version pro, mais tu peux pas sortir, 90 pages, 120 pages, ça, c'est sûr. Donc ça, Et, oui, ça, j'entends bien. OK. et après, tu peux pas modifier parce qu'il suffit pas de générer ton scénario. Après, Mmh. il faut modifier, par exemple, que les dialogues ou que un personnage, le caractère d'un personnage. Et ça, ChatGPT, il n'est pas fait pour ça. C'est que Bien tu as tes sûr. lignes de dialogue, tu vas corriger, puis après, ben, après, tu galères à pouvoir corriger, te dire, tiens, ce personnage-là, il est trop timide. Et j'aimerais juste changer les dialogues de ce personnage-là dans mes 90 pages. Là, il peut pas le faire, alors que nous, on peut le faire. Il y a Ouais. on a plein par exemple, il va pas te traduire, nous on traduit un texte Final Draft en gardant le format Final Draft. ChatGPT ne le fait pas, DeepL ne le fait pas. Donc on a tous des outils spécialisés Attends, métiers. excuse-moi, le format Final Draft, là, Le je format, sais c'est des pas. didascalies et des dialogues, c'est un format de scénario spécifique. Ah oui, oui. Là, et quand tu fais sur ChatGPT ou DeepL Tu ou veux dire, n'importe. Telle personne prend la parole et ensuite, enfin, Voilà, d'accord, puis des points. t'as le truc en gras, t'as Nicolas parle et t'as ton nom en gras et en bas t'auras ton dialogue et Ah après les ouais, didascalies, c'est les actions qui décrivent ce que tu vas faire. Et ça, si tu le traduis dans DeepL ou n'importe quel outil de traduction, bah, il te casse le format. ah bien C'est sûr. très emmerdant. Ah Nous, on bien garde tout le format et ah en ouais. plus, on peut prendre du Final Draft, qui est l'outil d'Hollywood, qui est l'outil des scénaristes, on peut le transformer dans Génario et utiliser l'IA pour améliorer les dialogues. Alors que ChatGPT ne prend pas le format Final Draft. Enfin, voilà. Il y a Ah plein, oui, c'est vraiment une magnifique. application métier, en fait, par rapport à des Mmh. problématiques métiers. Et ce que ChatGPT ne peut pas faire, Bien sûr. nous, on le fait. Donc, dès qu'il y a un update de ChatGPT, bah, nous, on en profite automatiquement. Donc, on se place. Ah mais Et c'est toute la canon. difficulté des startups, je pense, qui ont été construites il y a 1 an ou 2, c'est qu'elles n'ont pas anticipé, en fait, ChatGPT. Donc, elles se sont construites. Et en fait, quand ChatGPT fait le 3, le 4, le 5, bah, elles sont dévastées parce que ChatGPT fait mieux qu'elles. Non mais bravo David, bravo. Non mais je comprends très bien et je comprends très bien que tu travailles sur, toute une couche en fait, qui n'est pas du tout celle de ChatGPT. Comme je comprends très bien aussi que sur un personnage, quand tu me dis que tu peux le réutiliser et tout ça, Voilà. je pourrais pas du tout faire. Alors si je voulais vraiment me prendre la tête dans mes onglets de ChatGPT, mais en vrai ce serait un enfer et il y a plein de limites, tu as raison sur ce dont tu me parlais, sur le scénario, sur ses contraintes, sur la taille du nombre de tokens et du nombre de pages qu'on peut générer. Et Ouais, en fait beaucoup de pages et en fait, techniques, hein. tu es très, très fort parce que je trouve que tu as trouvé un cas. Sam Altman, tu sais, il disait dans une interview, conseil à tous les entrepreneurs, essayez de construire avec ChatGPT quelque chose où vous servez de ChatGPT, mais pas, «contre nous» entre guillemets, ou quelque chose sur lequel on pourrait aller parce qu'il disait: «On va vous steamroll, on va vous cuire, à la vapeur, vous exploser en quelques secondes». C'est Et en fait, normal. cette phrase-là, tu vois, elle était, bon, c'est d'un côté un bon conseil, mais de l'autre côté, tu dis, mais, ah ouais, mais on ne sait pas où ils vont, il n'y a pas de roadmap très très clair, donc c'est sympa de dire ça, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va être en position sécure, quoi. Et en fait, ce que je comprends, c'est que toi, tu es nickel, parce que tu es complètement protégé et tu surfes sur le développement de l'outil. Ouais. Mm. De toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Ils vont aller partout en général. Et il faut taper une niche, toute petite niche précise et le faire très très bien. Et il ne faut pas avoir trop d'ambition
il faut pas vouloir lutter contre ChatGPT, c'est la meilleure manière de couler parce que tu vas vouloir faire des trucs et eux, en une update, ils vont te balayer. Donc, il faut être très précis et anticiper. Bon, on a des copains chez OpenAI, on voit bien. Puis bon, depuis le début, c'est assez clair là où ils veulent aller. Hein. C'est une IA générale, on en parlera après. Donc, bon, pour eux, c'est des agents et ça va laisser la place à pas mal de boîtes, mais spécialisées. Ouais. Non, c'est génial. Et donc, pour sortir du même assez douloureux pour les entrepreneurs qui est ChatGPT a sorti GPT 4.5, hop, il y a 2000 startups à la ramasse parce que, C'est en ça, fait, ChatGPT 4.5 fait tout ce que faisaient ces startups. Quoi. Mais franchement, bravo David, c'est trop cool. Vous avez t'as combien d'utilisateurs sur Génario? On a plus de 4500 utilisateurs. Hein. Après, c'est un milieu de niche, hein, c'est un milieu spécialisé. On travaille avec le nombre de scénaristes à Hollywood, en France et partout. Alors, scénaristes, producteurs, on a un marché qui est assez vaste entre scénaristes, réalisateurs, producteurs, distributeurs. Mais on a aussi des nouveaux arrivants qui arrivent, qui sont des émergents. Il y a beaucoup de scénaristes qui je vois arriver, qui savent utiliser l'IA, qui n'ont pas fait de formation de scénariste, mais qui sont très très bons. Parce qu'ils ont appris avec Génario en disant dis-moi comment faire un scénario. Et ils sont pas dans la création de contenu pur, comme le font les gens, dire fais-moi un scénario, donne-moi des idées en donnant des ordres à un esclave. C'est pas comme ça qu'il faut utiliser, c'est pas un outil. Les IA, ce sont pas des outils, pas du tout des outils. C'est pas un marteau que tu prends pour taper sur un clou. Ce sont des compagnons, ce sont une espèce numérique et avec lesquels il faut collaborer, discuter, et tu vas pouvoir apprendre comment faire un scénario. Donc je vois beaucoup de nouveaux arrivants, donc des romanciers par exemple, qui débarquent dans le scénario et qui adaptent eux-mêmes leur scénario, mais je vois aussi des personnes qui viennent de l'extérieur et qui ont d'ailleurs du vécu, c'est pas mal, parce qu'ils ont été un profil d'avocat, d'entrepreneur, de pas mal de choses, de médecins. D'anciens flics, Olivier Marchal. Alors, ça, il y en a beaucoup, ouais, c'est clair. Là, il y a beaucoup de flics. Stylé. Et eux, bah, évidemment, ils ont des choses à raconter. Et bah, ils arrivent avec l'IA à faire des prouesses très, très vite. Et ça, je vois une émergence de nouveaux talents. C'est pour ça qu'on organise un festival dans 2 mois avec toute l'industrie pour réunir des nouveaux talents émergents qu'on a détectés grâce à Génario. Parce qu'en fait, ils viennent nous contacter avec Génario, puis je les vois arriver, ils me demandent ah ouais David, je fais ça, et je vois les talents tout de suite débarquer à Génario. Tu les vois, ils ont quelque chose à raconter, ils ont un vécu, et je les présente aux boîtes de prod, et je présente ces nouveaux talents aux boîtes de production. Ah, mais franchement, c'est extra. Ça rend la création donc de scénarios, de romans accessibles à un plus grand nombre, sans avoir besoin d'aller bosser dans le cinéma ou de se former avec des cours accélérés là pendant donc c'est des workshops. Franchement, c'est super cool et moi je suis complètement pour ça, tu vois, pour donner accès à la création au plus grand nombre. Moi, je suis infoutu d'utiliser Photoshop, je sais pas coder et aujourd'hui, grâce à l'IA générative, tu vois, dès que je pense à un truc, ça bluffe ma femme de temps en temps. Alors, je suis pas un monstre, hein, tu vois, mais je peux sortir une belle image, une petite vidéo, voire rajouter du son que je génère dessus et tu vois, j'arrive à m'exprimer et ça, c'est fou, enfin, tu vois. C'est vraiment la vraie révolution, c'est la démocratisation de la création et ça va s'accélérer. Ça va encore s'accélérer. C'est qu'on va voir maintenant beaucoup de gens qui viennent de nulle part et qui vont faire des scénarios, qui vont arriver dans l'industrie du cinéma et faire des films. Les films vont réduire les coûts, on en parlera de la future de l'industrie du cinéma, où ils ne sont pas prêts à ce qui va arriver. Évidemment, ils viennent de découvrir à peine ChatGPT qu'il y a toutes les générations de vidéos qui débarquent. Donc, ça va être funky et les années qui viennent vont être assez sympas pour les créateurs et les passionnés. Ceux qui sont passionnés, qui sont créateurs et qui ont un peu quelque chose à raconter, je pense qu'ils vont s'éclater dans les années qui viennent. J'aimerais voir, tu vois, sur un bouquin que j'achète et tout, un petit label, tu vois, réalisé avec Génario, tu vois, un truc comme ça. Ça me On ferait signe des marrer. contrats de confidentialité, mon pauvre, Ouais. des contrats. Si, il y en a déjà qui sont sortis, évidemment, qui ont été travaillés par Génario, plein, mais c'est tellement tabou dans le milieu du cinéma. Il y a une grève des scénaristes, il y a une grève des acteurs, c'est touchy à mort, donc on fait profil bas, mais on Bien travaille. sûr. On en reparlera dans un instant. Un mythe, David, que je veux qu'on débunk un petit peu, c'était écrire un livre avec ChatGPT. Tu sais, au début, c'était, enfin, en tout cas, à l'arrivée de ChatGPT, 30 novembre 2022, tu vois, tu avais pas mal de personnes assez motivées qui se disaient allez, vas-y, moi, je vais te sortir un bouquin avec ChatGPT. Et en fait, moi, autour de moi, tu vois,
J'en ai vu plein déchanter, tu vois, parce que bah, justement, tu avais les limites dont on parlait sur le nombre de tokens. Et en fait, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce que j'ai une idée, mais je pense que tu pourras le dire plus précisément. Pourquoi est-ce que tout simplement, on ne peut pas écrire un livre avec ChatGPT? Pourquoi c'est pas fait pour, quoi? C'est pas fait pour ça. C'est comme un scénario. C'est pas fait pour, en fait. Et ChatGPT peut tout faire de manière bien. Et dans ces milieux du roman ou du scénario, il faut, pour réussir, faire des choses très bien. Et donc, il faut pas seulement des outils, il faut aussi du vécu et un certain goût, en fait, et une passion. Mais ChatGPT va vous aider à construire un business plan, va vous aider. Mais un roman, c'est typiquement quelque chose qui est... quand une personne achète un roman, elle achète une expérience vécue d'un auteur. Quand Christine Angot ou Houellebecq parlent de leur roman, on achète Christine Angot. Elle a été violée par son père et elle s'en est sortie de l'enfer. Donc, on achète une expérience de vie. Houellebecq, elle a été abandonnée par sa mère et qui a vécu mai 68. Et Houellebecq, on achète une expérience de vie. Et ce qu'on oublie trop souvent dans le roman, c'est qu'on n'achète pas une histoire. C'est pas seulement une belle histoire bien écrite que peut faire ChatGPT. C'est aussi quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui vous raconte de son point de vue d'humain. Quand on les championnats du monde d'échecs, on voit les IA qui sont bien meilleurs que les joueurs d'échecs. Mais on ne regarde pas les championnats du monde d'IA aux échecs. On regarde les championnats du monde d'humains. C'est comme en Formule 1. En Formule 1, les bagnoles autonomes pourraient aller beaucoup plus vite que Verstappen. Mais on regarde des humains dans là qui vont peut-être se tuer et on attend avec gourmandise d'un accident en se disant tiens, non, mais... Ah, David, je le savais, tu as l'esprit mal tourné, c'est ça, d'écrire trop de scénarios et tout ça? Non, non. Alors, quelques petits exemples, parce que récemment, j'ai participé à une émission RFI pour le sommet de l'IA à la BNF. J'étais très content sur IA et cinéma. Et donc, j'ai dû bosser un petit peu et j'ai relevé un petit peu quelques cas et je voulais en parler un peu avec toi. Ir, le film de Zemeckis, tu as entendu parler de ça ou pas? Oui, oui, bien sûr. Alors, Oui. franchement, super marrant, film, de Zemeckis qui fait des films à chaque fois un petit peu, concept et là, un film statique, genre qui se passe au même endroit, je crois qu'il est pas encore sorti en France, et avec une IA qui a été utilisée pour rajeunir, les personnages, Tom Hanks, qui passe par tous les âges et donc un film, je sais plus comment il appelait, ouais, statique, et des possibilités donc assez dingues offertes par l'IA là-dessus. Ouais, c'est génial. Non, mais je pense que c'est le début. On est au début de quelque chose d'assez génial, de nouvelles pistes narratives. Et l'IA va changer la manière de faire des films. Et il va, justement, au niveau scénaristique, c'est typiquement un problème qu'on a quand on fait des films, de raconter un biopic. Parce que quand il est gosse, il a 5 ans, et quand il a 15 ans, et quand il a 25 ans, et quand il a 55 et 85, Bien est-ce sûr. qu'on garde le même acteur? Est-ce qu'on lui met des maquillages? Non, est-ce qu'on change d'acteur? C'est une prise de tête. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis ou je dis à ma femme: «Ah, ils l'ont bien choisi le petit» ou des trucs comme ça, tu genre ou ils l'ont pas bien choisi. Enfin, alors qu'en fait, tu vois, c'est des questions un peu, on s'en fout, enfin, c'est pas ça la Mais narration, quoi. c'est un peu comme le théâtre avec les décors. C'est qu'avant, au théâtre, avant le cinéma, avant que le cinéma arrive, avant que la caméra arrive, le cinéma, c'était les décors. Et tu te disais, bon, attends, alors, on va faire le décor de la guerre. Ouais, mais bon, il faudrait faire les sons. Et c'était une prise de tête. Et je pense que là, l'IA va nous permettre de développer des capacités narratives supérieures. C'est un peu comme le passage du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur. Là, on va faire des nouveaux films et des narrations et des scénarios qu'on n'avait jamais vus avant. Et ça, c'est Mmh. assez génial pour des créateurs et ceux qui savent utiliser évidemment l'IA et le scénario. Mais il faut penser ça dès l'écriture du scénario. Ça, c'est très important. Nice. En préparant, j'allais te poser une question, mais tu étais dessus direct. Il y a un film qui vient de sortir. Alors, il paraît que c'est canon. Alors, moi, j'ai envie d'aller le voir. Ça dure 3 heures et demie. C'est comme quand je dois me taper un bouquin de 600 pages. Ça s'appelle The Brutalist. C'est toi qui me disais, David, il y a un truc là, ça gueule en ce moment un petit peu sur des histoires d'accent. Ouais, t'as vu ça? Ouais, ouais. En fait, ils sont aux Oscars. Ils sont nominés aux Oscars avec Emilia Pérez, donc évidemment. Et il y a un scandale autour de Brutalist parce que ils ont utilisé une IA pour donner un petit accent hongrois à l'acteur principal, Adrien Brody. Et bon, un truc comme un effet spécial, enfin un effet spécial Bien sûr, là-dessus. bien sûr. Et ça a fait scandale parce qu'ils ont utilisé l'IA. Et l'IA est tellement tabou dans le cinéma que ça va leur coûter l'Oscar. Il y a eu une campagne contre eux, et donc ils n'auront pas l'Oscar alors qu'ils ont gagné les Golden Globes juste avant.
Le scandale est sorti juste après les Golden Globes et ça va leur coûter l'Oscar. Enfin, à moins que, mais c'est mal parti, en tout cas. Parce que tu me disais, on en parle énormément dans ton milieu. Et tout ça, ah bah, l'IA au cinéma, c'est un tabou. C'est un tabou. T'as vu, tu peux nous, tu as des idées un petit peu de comment ça se passe sur, on a parlé de la grève des scénaristes à Hollywood. Et alors justement, et tu m'as dit un truc de dingue en préparant, dont j'étais pas au courant. Tu m'as parlé du retour potentiellement des Expendables en vrai. Tu peux nous raconter cette histoire qui est folle aussi? Alors, Trump, depuis qu'il est arrivé, il veut nettoyer Hollywood, les woke d'Hollywood. Donc, Elon Musk nettoie l'administration avec son Dodge au bazooka. En vrai, on entend ça tous les jours. Et tu dis Hollywood et les woke en même temps. Alors, ok. C'est ça. Et en fait, il a envoyé Mel Gibson et Sylvester Stallone pour nettoyer un peu Hollywood. Alors, il a dit que c'était ses yeux et ses oreilles. Alors, il a dit Mel Gibson et Sylvester Stallone seront mes yeux et mes oreilles à Hollywood. Mais derrière ça, c'est l'idée de nettoyer Hollywood comme il nettoie l'administration américaine et comme il veut nettoyer un peu, tout le bordel, c'est du Trump tout craché. Et Hollywood, non seulement l'IA débarque, en plus Trump, ils vivent un moment de leur histoire avec les incendies qui viennent d'avoir lieu, et ils vivent un moment donné très très dur de leur histoire. C'est, je crois, peut-être le moment le plus difficile de l'histoire d'Hollywood, parce qu'on a eu la grève l'an dernier, de la plus longue à Hollywood aussi, des scénaristes et des acteurs. Et là, maintenant, la crise la plus grave, donc c'est vraiment une crise existentielle d'Hollywood et du cinéma en général, parce que c'est pas qu'Hollywood. Je pense qu'en France, le départ de Canal+, l'arrivée de Disney, les plateformes, il y a toute une problématique en ce moment de financement du cinéma. Ouais. Et on vit une période de transition qui va être assez difficile. Ouais, bien sûr. Tu as raison. Je pense que il faut être conscient de ça. C'est un peu triste sur la création, on le ressent bien. Par rapport à ça, c'est quoi ton point de vue un peu sur, ton point de vue, la réalité d'après toi sur un peu les métiers le doublage notamment, tu vois? En vrai, on se posait beaucoup de questions. Il y a eu une histoire là-dessus, donc dont j'allais te lancer dessus, mais donc c'est le film Armor avec Sylvester Stallone justement, où il y avait un doubleur mythique qui s'appelle Alain Dorval, qui était donc, parce qu'il est décédé malheureusement, le père de Aurore Berger, donc une politicienne française. On a utilisé sa voix avec l'accord des ayants droit, etc., pour faire un clone vocal, pour voir ce que ça donnait. Finalement, ils ont choisi de ne pas l'utiliser pour tout le film, mais on a vu une bande-annonce. Ça a fait pas mal réagir. Il y a plein d'internautes qui disaient que c'était pas top dans le rendu et tout ça. Mais en vrai, c'est vrai qu'on reconnaissait quand même la voix. On sent quand même qu'on n'en est pas si loin, tu vois, sur le doublage, d'avoir une voix, donc la voix originale de l'acteur, dans une autre langue, avec du lip syncing, donc les lèvres synchronisées. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce métier du doubleur, David? Tu penses qu'ils ont vraiment du souci à se faire, ou qu'il y a encore des super doubleurs qui vont continuer à être là? En vrai, moi, je suis pas sûr. C'est un vrai sujet. Il y a eu des tests à Hollywood avec Brad Pitt qui parlait français, espagnol, allemand avec des publics dans les salles. Et il proposait en doublage réel, quelqu'un qui doublait la voix en français, et Brad Pitt qui parlait français avec des outils comme Eleven Labs. Et évidemment, les gens ont choisi les sous-titres, enfin pas les sous-titres, mais ils ont choisi la voix et Brad Pitt qui parlait français. Ah, ils ont choisi leur version, tu veux dire, quoi. La version IA, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent et qui ont des traites à payer, qui ont des endettements, qui ont une vie de famille, qui ont des enfants, qui vont perdre leur boulot du jour au lendemain. C'est assez tragique. C'est dur, enfin, je veux dire, c'est des problématiques métiers, mais pas seulement métier, business, c'est des problématiques humaines de gens qui perdent leur emploi et qui vont se retrouver dans des difficultés très, très dures. Et qui amène des catastrophes. Donc ça, on peut pas le balayer de la main en disant non mais c'est le progrès, c'est comme ça et puis c'est tout. Et franchement, c'est dur.
Bah, C'est dur. on sort du sommet, pour l'action sur l'IA. Je disais dans un épisode précédent, il y a eu le contre-sommet, pour l'action sur l'IA, qui s'est apparemment, moi, j'aurais bien aimé y aller, mais on peut pas être partout, pas encore le don d'ubiquité. Donc c'était au théâtre de la Concorde et pour le coup, je me suis quand même renseigné, j'ai des copains qui y étaient et ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de doubleurs, de professions aussi, du spectacle artistique qui étaient là-bas et qui, en vrai, qui flippaient, quoi. Ah, Enfin, mais tu grave. en as Ah, mais entendu parler ou pas de ça, ah, mais bien sûr, Ouais. j'avais des copains OK, qui étaient là-bas. Il y a des ouais. gens qui pleuraient sur scène, qui ont perdu leur boulot du jour au lendemain. Des gens qui pleurent et des gens qui se retrouvent mais à la rue, enfin, qui se retrouvent complètement dévastés sur ça. Et ça, Mmh. voilà, c'est un problème. De l'autre côté, on a une technologie qui s'appelle le cinéma, la caméra, qui est basée sur des technologies et qui a connu des phases depuis ce début. Quand la caméra est arrivée, les gens de l'opéra ont perdu leur taf parce que c'est devenu ringard, l'opéra, ou Bien le sûr. théâtre. Et ils avaient les mêmes critiques en disant, mais attendez, vous pouvez pas faire ça, c'est horrible, vous allez nous prendre nos boulots. Les orchestres qu'il y avait dans le cinéma ont été, quand le cinéma est devenu parlant, ils ont disparu. Et les mecs ont perdu leur taf. La photographie, enfin, on connaît un peu tout ça, tu connais très bien ça mieux que moi. Enfin, Non, non, mais oui, on oui, a il vu faut en parler. des corps de métier qui ont disparu plus ou moins rapidement. Là, la différence, c'est que c'est très rapide. Alors qu'avant, ça mettait 20 ans. Le cinéma muet et parlant, on a vu l'orchestre, mais ça a mis. La technologie était prête dès les années 1910, mais ça a mis 20 ans. Ouais. Donc Buster Keaton, qui a perdu son boulot, est devenu alcoolique, s'est suicidé. Buster Keaton à cause du cinéma parlant. On a vu Babylone, qui est sorti avec Brad Pitt, un mec qui avait une voix de crécelle, donc qui était une star du muet et qui est devenu dans le parlant et qui a perdu son métier, qui est devenu alcoolique, qui a perdu son boulot et qui s'est suicidé. Donc, Mmh. le cinéma est basé là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il faut interdire le parlant et subventionner le muet et garder le muet? Ça serait un autre extrême. Est-ce qu'il faut interdire? Voilà, il y a des problématiques de droit d'auteur aussi. Les problématiques de droit d'auteur, c'est que les IA comme OpenAI ou Eleven Labs et tout ça ont lu tout ce qui se faisait. Elles ont volé des textes non libres de droit et après, avec l'entraînement, elles les revendent à des auteurs dont elles ont volé les textes. Donc ça fait un peu racket. Il y a un côté racketteur, il y a un côté un peu polar dans OpenAI et Eleven Labs, c'est que les mecs ont volé des voix, et après ils disent, bon, on vous vend un outil, 50 balles par mois, utilisez notre outil. Pour remplacer les mecs. Et ils vont se plaindre quand DeepSeek s'entraîne sur leurs données qu'ils ont volées avant. Là, tu sors, non mais c'est peut-être la situation la plus ubuesque et dingue de ces dernières semaines, Ouais. c'est quand OpenAI dit, non mais attendez, vous nous avez volé nos textes. Et là, tu te Qui dis, sont mais pas les leurs, enfin, d'une qui certaine ne sont pas manière. les leurs, en fait. Waouh! Non, Ouais. mais tu as l'impression de voir deux gangs, deux mafieux du coin, où le mafieux, là, il vient dans ton bar, il t'envoie une pierre dans ton bar, puis il te dit, bah, attends, pour ta protection, il faut que tu me payes. Alors que c'est lui qui a balancé la pierre pour ton bar. Donc, il y a une situation des Américains qui se comportent comme avec Napster en musique, comme des braqueurs. Donc, c'est des braqueurs. Et les Américains, c'est le western, ils arrivent, ils braquent. Donc, et après, Ouais, ils braquent, c'est des génies. Alors, ouais. ils sortent des choses OpenAI. Nous, Génario, on est basé là-dessus. Au niveau ingénierie et technologie, ce sont des génies. Mais au niveau impact sociétal ou écologique, ce sont des gros porcs. Donc, Mmh. on doit, évidemment, la régulation, comme le fait l'Europe, elle va aussi très très loin et trop loin. Ça pose des problématiques dont nous, dès le début, avec Génario, on s'est mis d'accord avec la SACD pour respecter les auteurs et faire un accord avec la SACD. Ça me paraissait essentiel, en fait. On va utiliser une technologie, ça va changer l'industrie. Par contre, respectons les auteurs. Et comme il y a eu du vol au départ, il faut faire des accords avec la SACD. Il faut faire un... Mmh. Et Eleven Labs, quand ils vont faire la voix de Stallone, si tu me dis qu'ils ont demandé aux ayants droit et que ça a été accepté, ça va, c'est bien. Mmh. Bien sûr. Mais à chaque fois, voilà, chez Ouais. Trump et chez Elon Musk, il y a une espèce de volonté de nettoyage où ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent créer une guerre civile, ils peuvent faire des choses assez catastrophiques Mmh. parce que c'est le progrès, et puis il faut aller dans l'espace, et puis il faut créer Neuralink. Bien sûr. C'est Ah, compliqué. tu as raison, David. Mais j'ai bien aimé ce que tu nous disais tout à l'heure aussi, que en vrai, ces révolutions, on les a connues dans la création, hein, précédemment avec le cinéma muet, la photo. Tu nous parlais de l'opéra, c'est un très bon exemple aussi. Ce qui est marrant, c'est que, bah, à chaque fois, au final, ça s'est passé. À chaque fois, ça a recréé de l'emploi dans des nouvelles industries.
Et en général, non, mais tu vois, dans le Alors, cinéma. celle-là qui arrive, je ne sais pas, Et, on en oui, reparlera. oui, d'accord. Mais précédemment, Précédemment, oui. à chaque fois, on a douté au début sur le fait qu'on ait une propriété intellectuelle, tu vois, comme sur la photo, et finalement, bah, il y a une propriété intellectuelle qui est arrivée. Là, la différence, comme tu dis, il y a deux différences majeures, je pense. Tu l'as dit, c'est la rapidité, la vitesse d'adoption et de mise en place. Et après, en effet, une conséquence ensuite sur l'emploi, où on ne sait pas si le solde, en tout cas sur tout un tas d'emplois, si le solde va pouvoir être vraiment positif, parce qu'on risque d'avoir un remplacement, quoi. En remplacement, mais après, est-ce que les gens, les humains, dans 90% des cas, est-ce qu'ils aiment leur travail? Vraiment? Est-ce Bien qu'ils sont sûr. contents? Si tu leur donnes $1 million, est-ce qu'ils se lèveraient toujours le matin à 9 heures pour aller au boulot? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les Je gens se partage réveilleraient. tout à fait ton point, David. Je pense que dans une très grande partie des cas, en effet, mais après, bon, bah, voilà, ce boulot, c'est quelque chose d'alimentaire, c'est quelque chose qui permet de faire vivre les familles et tout ça. Mais je suis tout à fait aligné avec toi. Il y a plein de boulots qui sont pas, il y a très peu de boulots qui sont du boulot plaisir, du boulot passion, en effet. Il y a très peu, hein. Il y a peu qui sont passionnés par leur taf, d'où l'envie de faire des scénarios et de rentrer dans le cinéma et de faire des romans et de devenir artiste. On a une génération qui va arriver grâce à l'IA, où des gens en ont marre de leur boulot, ils vont devenir artistes et ça donne un sens à leur vie. Et je pense que l'art, en général, c'est pas seulement de la consommation à vendre des œuvres, mais c'est aussi apprivoiser le monde, donner un sens à notre vie et devenir Wow. meilleur et rendre, par la beauté, en fait, on rend la mort acceptable. On rend notre destin acceptable. Et je pense que les gens aussi, avec les IA, ils vont redécouvrir une partie de leur vie qui va être belle. Et oui, ils vont peut-être perdre leur boulot, mais il faut accompagner ça par une capacité créatrice plus grande. Ah, Et mais je pense que l'art va répondre aux problèmes de la société. En grand, pas C'est en c'est un excellent point, David. C'est un excellent point. Merci de le présenter comme ça. On en parlera un peu plus sur la fin de l'épisode, mais n'ayons pas peur des mots avec l'AGI, l'intelligence artificielle générale, qui peut arriver, sans parler de scénario hollywoodien, mais qui peut arriver, c'est-à-dire le remplacement de l'être humain dans à peu près tous les métiers, toutes les tâches, faire ça aussi bien, voire mieux que nous, très rapidement. Donc là, ça veut dire que très sincèrement, il va certainement y avoir un nouveau contrat social et une nouvelle société, une nouvelle économie qui devra se mettre en place. Et merci d'exprimer aussi clairement. Je ne serais pas du tout surpris non plus qu'en effet, il y a un gros déplacement vers les domaines de la création, de l'artistique, de ce qui fait de cette part de sensibilité, d'humanité qu'on a. Je suis Et je d'accord. crois qu'il y a un truc intéressant avec les réseaux sociaux aussi, c'est que on a arrêté de croire que l'artiste s'adressait à tout le monde dans des grandes par TF1 ou maintenant l'artiste il peut avoir son public et vendre une œuvre à son public et avoir son peuple, et en fait plutôt que de se dire ah bah, je vais faire un film qui va se vendre à tout le monde, les gens grâce aux réseaux sociaux ils ont leur communauté et ils vont pouvoir faire des films pour leur communauté, faire des romans pour leur communauté, partager des expériences humaines. Et je pense on est au début d'un âge d'or de la créativité qui va répondre à cette crise sociale, politique majeure qu'on vit en ce moment, qui est l'apparition de Musk, de Trump, et avec tous ces investissements dans l'IA, qui vont avoir, mais en médecine, ça va être assez magnifique, hein, ce qui va arriver en médecine. En militaire, on en parlera, mais les services secrets, alors là, je peux te dire que là, on peut être inquiet quand ça Mmh. arrive, hein, parce que c'est pas beau. Ce qui se Ouais. fait, ce qui se prépare Ouais. en ce moment, c'est pas beau du tout. Ah Donc, ouais? ah non, Euh, c'est pas beau du tout. Mais nous, on est créateurs, on fait tu penses à quoi quand tu dis ça sur enfin, moi, virus. je suis des boîtes comme Anduril, de Palmer Luckey, tout ça, mais tu penses même à d'autres choses Il y a deux points un peu. Bon, surveillance numérique avec les trucs, c'est fait déjà depuis longtemps. Oui. Le numérique, la surveillance généralisée, c'est fait depuis Donc, longtemps. Snowden nous a déjà tout raconté. le prisme, les backdoors, donc un Oui, peu oui, partout. voilà, bah, c'est fini, ça, c'est depuis longtemps. Ouais. Donc ça, c'est pas le problème. Non, C'est c'est une plutôt. question on met ça sous le compte de la sécurité nationale. On a abandonné notre vie privée par rapport à ça, quoi. Enfin, Et voilà. même la France a abandonné sa souveraineté. Tout à fait. Terminé. Et qu'on fait partie des Black Five avec l'Amérique et tout ça. Et c'est les gros problèmes militaires en ce moment, c'est que Trump il dit quelque chose, on n'a plus le choix parce on est dépendant des Américains, hein, et là-dessus, donc il n'y a plus de souveraineté, la souveraineté numérique est perdue, il y a que la Chine et l'Amérique d'un côté, et de l'autre côté, c'est fini. Et entre les deux, Mmh. soit tu fais partie de la Chine, soit de l'Amérique. Et maintenant, c'est plutôt vers les virus, c'est D'accord. plutôt par des petites mafias en fait de hacking et plutôt par des petits Ouais. pays avec des contaminations de virus. C'est plutôt là que peut avoir les problèmes. Alors c'est comme le pharmacon, hein, il va y avoir
des nouvelles maladies, des nouveaux médicaments. Les services secrets sont souvent liés à des gens mal intentionnés dans des pays, pas la France, pas la France, mais je pense à la Corée du Nord, à certains pays. Et là, pour très peu d'argent, ils peuvent faire des choses. Donc, mais quand tu parlais de contrat social, j'aime bien parce que on doit repenser le monde. Il y avait Luc Ferry qui était invité dans ton comptoir Bien média. sûr. C'est un philosophe et on a besoin de philosophes. On a besoin de repenser le monde, notre vision du monde. On a besoin de repenser la politique, de repenser le contrat social et le Bien sens à sûr. notre vie, en fait. Bien Pourquoi sûr. on est là? Quel est le sens de la vie? Et l'IA peut permettre de développer des capacités de bonheur supplémentaires. Tu as raison, on a besoin de philosophes, on a besoin d'artistes, pour nous éclairer. On disait tout à l'heure ensemble, on a besoin d'anthropologues, pour réfléchir, sur le long terme et je pense qu'on a besoin de journalistes aussi, ça c'est très important, de journalistes pour être capable un petit peu de démêler quand même aussi le vrai du faux, ce qui devient de plus en plus compliqué, quoi. David, petite anecdote, j'ai découvert récemment donc que l'IA avait été entraînée sur plus de 100 000 films et séries et j'ai été très surpris parce qu'à une époque, donc je devrais pas dire ça, mais moi je téléchargeais des films et tout, tu vois? Voilà, enfin, Mal. simplement pour pouvoir les voir rapidement en vrai quand ils sortaient aux États-Unis et comme mon anglais n'est pas assez bon, tu vois? À chaque fois, je me galérais. J'allais sur OpenSubtitle, tu vois? .org et j'allais récupérer les sous-titres que j'essayais de faire coïncider sans qu'il y ait de décalage, bon bref et je faisais ce truc-là et j'ai découvert que et c'est à toi de me confirmer que l'IA a été entraînée énormément, sur les films et tout ça, sur, OpenSubtitle. Tu étais au courant de ça? Ouais. Et en fait, cette année, en fait, arrivent les IA génératives vidéo avec VO2 de DeepMind. Et comme Google a YouTube, ils ont un boulevard devant eux. Donc, Mmh. évidemment, tous les films qui sont sur les sites pirates ont été ont permis d'entraîner les IA génératives vidéo. Et c'est ça qui va faire le vrai passage au cinéma nouveau, enfin, cette nouvelle industrie, parce que c'est Google qui va déclencher les hostilités. On a été très déçus par Sora, qu'on attendait vraiment comme le Messie. Quand même, oui, c'est vrai, Un quand petit même. peu, mais parce que OpenAI, c'est Microsoft, et ils ont eu des difficultés à aller sur YouTube, et Google a senti le coup venir, donc ils ont coupé certains trucs, et ils ont eux-mêmes entraîné sur... alors, Open Subtitle, évidemment, mais c'est... Ah bah, tu as raison. On se souvient quand Mira Mourati, l'ancienne CTO de OpenAI, hein, qui monte sa start-up là et qui lève, des fonds sur une valeur de 20 000 000 mais on se souvient quand elle était interviewée et qu'on lui demandait: «Est-ce que, OpenAI a utilisé, YouTube pour entraîner Sora?» et pendant l'interview, hein, alors que Sora venait de sortir était sur la version démo, qui a mis ensuite 8 mois à être, grand public, elle sur l'interview, la nana est quand même CTO et très haut niveau et elle a été CEO un jour d'OpenAI et à ce moment elle dit, «Je sais pas». Tu Non, mais vois? ils venaient de débarquer. Et en fait, à OpenAI, quand ils ont sorti Sora, ils se sont un peu précipités. Ouais. Et en fait, il y a eu des remous à l'intérieur. Sam Altman a été viré à un moment donné, pendant 3 jours d'OpenAI. Il y a eu des gros problèmes et ils ont voulu cleaner les droits de Sora parce qu'ils ont eu peur et ils ont pris pour les autres. Maintenant, DeepMind et Google, ils ont tout de suite se sont dit, mais merde, on a perdu déjà le langage contre ChatGPT. Maintenant, on ne va pas perdre la vidéo. On a une base de données qui est la plus gigantesque au monde, qui est YouTube. Donc, on y va. Et là-dessus, alors, il y a Facebook aussi avec Instagram et les feeds de Facebook. Hein. Mais ils ont un vrai avantage, en fait. Lama va sortir de Facebook, là. Facebook et DeepMind, avec VO2, ils ont un vrai avantage au niveau de l'IA générative en vidéo par rapport aux Mmh. autres. Alors, on ne parle pas des Chinois. Alors, les Chinois, c'est aussi, ils ont très, très bonne qualité, les IA chinoises qui font en vidéo. Ah, Kling, Kling, notamment, Kling, super Kling bien. pour moi, Kling c'est le meilleur de ce que j'ai pu utiliser, hein, Ouais, alors VO2 arrive, apparemment, je l'ai pas encore malheureusement. Il paraît qu'il y a je le quelqu'un ferai qui a tester. des J'ai ouais, quelques copains là-dessus pareil, j'ai pu le tester un tout petit peu. ouais. C'est bon, après il faut être professionnel, hein, faut être bon pour ça. Mmh. David, j'ai reçu, Fred Raillard, donc de Fred et Farid. Fred qui est un excellent communicant, et Fred, il m'a sorti quelques punchlines que j'ai retenues et qui m'intéressent vachement et sur lesquelles je veux te faire réagir. Il m'a dit 2 choses. Il m'a dit:
on va assister, donc dans le cinéma et tout ça, à une décorrélation entre l'effet waouh et le budget. Tu vois, genre, Ouais. Hollywood, Star Wars et tout ça, Jurassic Park et tout, on parlait de centaines de millions de dollars et ça, bah, ça va changer, tu vois? Et ensuite, il m'a dit: «L'IA, c'est better, faster, cheaper, more sustainable». Better, faster, cheaper, more sustainable. Je répète pour que tout le monde entende bien et c'est une espèce de quadrilatère un peu imparable, quoi. C'est Qu'est-ce que clair. tu penses de ça, David, de Totalement d'accord avec ce qu'il dit, mais à 100%. Et d'ailleurs, je l'expérimente chaque jour. Je suis allé en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Je travaille avec Courtrajmé là-bas et je ah vois les ouais, Africains. Il y a le cinéma, il faut beaucoup d'argent. Il y a Hollywood qui a beaucoup d'argent. Après, il y a le cinéma français et après, ouais, il y a l'Afrique. Ok, ouais. je caricature, hein, c'est plus compliqué que ça. Il y a les Coréens, il y a bon. Mais en tout cas, pour faire des grands films, gros budget, des films d'action, des films science-fiction, il fallait beaucoup d'argent. C'est terminé. Donc, tous ceux qui avaient des dépenses extrêmement importantes, et qui est-ce qui récupère l'argent? Bah, ce sont des gens qui. C'est un producteur, il touche une com sur Ouais, le budget du film. ouais, Donc, il a intérêt que le film soit cher. Et je ne dis pas ça contre les producteurs, ce sont mes amis, mais ils ont un intérêt là-dessus. ouais, À un moment donné, si vous avez une technologie qui vous permet de faire un film 10 fois, 100 fois moins cher, euh, qu'est-ce que vont devenir les emplois avant, les techniciens? Ils vont disparaître. Et par contre, les Africains, moi je les vois arriver, eux, l'IA, ça leur fait pas du tout peur. Alors je parle de créateurs, je parle d'une petite partie de la population, évidemment, je parle pas. Mais en tout cas, les scénaristes et les réalisateurs qui sont africains, ils voient l'IA comme mmh. créateur. Ils vont enfin pouvoir faire, par exemple, de l'afrofuturisme. C'est une sorte de genre Ouais, africain qui ouais, mélange ouais. l'art africain, enfin les religions africaines traditionnelles, avec Mmh. la science-fiction. Mais ils s'éclatent. Et il y a des talents extrêmement bons. Et donc, nous, Français, nous, Américains, on se dit, mais non, ça va nous bouffer les emplois. Mais il y a ceux qui ne travaillent pas, qui sont pas encore, qui n'ont pas d'emploi. Parce qu'ils ne font pas de films, ça coûte trop cher. Ben, eux, ils vont venir. Donc, quand tu parlais Mmh. de loi schumpeterienne avec destruction, création d'emplois, oui, mais pas dans le même pays. Et je pense qu'il Ah, y a beaucoup de pays qui vont en profiter, mais dans des pays qui sont technologiquement avancés comme nous, bah, c'est peut-être pas nous qui allons en profiter pour le cinéma dans un premier temps. Après, c'est une transition. Je pense que les Américains sont assez inventifs pour pouvoir se réinventer. Les Français aussi sont très inventifs. Donc, mais en tout cas, oui, ce que disait ton collègue, ouais. ouais. En te le disant, je me disais, alors ça m'intéresse beaucoup là ce que tu nous dis sur l'afrofuturisme, ça me fait penser un peu à Black Panther et tout ça, Ah, et ça vient, non, mais ça vient de Black c'est Panthers. cool. Ça Ah vient de nice. ça. Ça vient de OK, là. trop bien. Hem Et après je pensais de l'autre côté sur, quand tu me disais américain, il y a un film que moi j'adore les films un peu d'anticipation, de science-fiction. Il y avait un film quand même, The Creator, sorti il y a Ah, 1 je l'ai an pas et vu. Il demi, était 2 bien ou ans. pas? J'ai pas Ah, vu. alors j'avais d'énormes attentes et franchement, ouais, c'est pas mal, Ouais. mais j'avais entendu que justement grâce à l'IA sur les effets spéciaux, si tu veux, alors on n'était pas sur un truc, d'un jeune, africain qui fait un petit film, mais que par contre, tu vois, il y avait peut-être le budget était divisé par 2 ou par 3, tu vois? Grâce à l'IA, et ça déjà, tu vois, pour une production américaine, c'est déjà assez dingue, tu vois, en Ah fait. bah, c'est clair. Ouais. Mmh. Ça, c'est clair que. OK, génial. Heu, David, question que je voudrais te poser aussi un petit peu, c'est oui, alors Hollywood, et on m'a dit qu'il y avait une IA aussi aujourd'hui que les producteurs avaient, l'industrie et tout ça, pour lire les scénarios. Ce qui veut dire qu'en gros, bah, tu balances ton scénario, que tu as peut-être fait avec Génario, et pourquoi pas, et tant mieux. Mais que derrière, après, dans ce grand tri des meilleurs scénarios ou pas, de ceux qui, on m'a dit qu'il y avait une IA et qui était capable de te dire, même en avance, ce scénario, ça peut nous faire un film Ouais, bankable ou pas. Ça existe ça? c'est ça. Et en fait, ça dépend du signe astrologique et de ton décan. En fait, si tu es vierge ascendant cancer, tu as plus de chances de réussir que si tu es scorpion. Donc apparemment, ça dépend beaucoup de l'astrologie. Et peut-être que Madame Irma, il paraît que Madame Irma aussi est là et va pouvoir te donner quelques conseils. Non, mais c'est une vaste foutaise. Ça Mais ne tu en as marche entendu pas. parler? Non, mais tu en as entendu Oui, mais parler? bien sûr, je Ah, connais, c'est très bien, c'est Volt et tout ça. C'est autant l'IA au niveau créativité, c'est génial. Au niveau prédictif pour les ADN et pour la médecine, exactement. Pour le succès d'un film, ça me fait, ça me fait vraiment rire parce que le succès d'un film ne dépend pas de l'histoire du film. Il dépend. Tu sors un film sur une pandémie,
en juin, enfin en janvier 2020 ou en janvier 2023. T'as beau avoir le même scénario, le même casting, il va pas faire le même entrée. Ouais. Tu sors un film sur une histoire d'amour entre une Ukrainienne et un Russe en février 2022 ou alors en septembre 2025. Donc, en fait, c'est croire qu'une histoire est indépendante du monde. C'est croire que des mots, d'un roman, on parlait tout à l'heure de ChatGPT avec le roman, c'est croire qu'un roman, il est indépendamment du contexte qui est autour. C'est-à-dire de la personne qui l'a écrit, de la ville dans laquelle il va être édité. Et les succès viennent de choses tellement infinitésimales qu'il faudrait une IA avec la NSA et que la NSA puisse s'y mettre dedans à nous aider là-dessus. Mais une IA pour Hollywood qui arrive à prédire le succès, ça répond plus à une angoisse psychologique et névrotique d'un producteur qu'à une vraie réponse business. D'accord ? C'est plus des problèmes névrotiques que des problèmes business auxquels on répond. David, je crois que tu es un trop bon client pour moi. Tu vas me forcer à dépasser mon heure de podcast. Et après, moi, je me fais taper sur les doigts parce que j'ai des auditeurs qui écoutent le podcast pendant leur footing et ils me disent c'est trop long et tout ça. Bon, on va dépasser de 5 minutes, je vous préviens. Et on s'en excuse. David, est-ce que tu as vu DeepSeek ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Tu as checké le raisonnement et tout ça ? Ouais, super, très bien, très bien, très bien. Et on peut se marrer avec. C'est plutôt puissant. C'est aussi, on parlait des IA, enfin, on parlait des films qui allaient être moins chers. Je pense qu'aussi, c'est des IA qui vont devenir moins chers aussi, qui vont ouvrir un champ des possibles pour la France. J'espère avec Mistral, j'espère qu'il y a pas mal d'IA qui vont arriver là. Bon, Nvidia a prévu le coup quand même en faisant des ordinateurs à 3 000 € là-dessus. On arrive avec une guerre entre la Chine et l'Amérique. Avec la France, j'espère qu'il va tirer son épingle du jeu. Quelques pays avec des LLM beaucoup plus accessibles là-dessus. Et tant mieux pour nous, hein, tant mieux pour nous applicatifs, tant mieux pour nous business, tant mieux pour l'Europe. Tant mieux pour l'Europe, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle va pouvoir en profiter et développer et jouer la concurrence. Au niveau du financement sur Génario, en tant que start-up et tout ça, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui c'est OK ? Je te dis ça pourquoi on a parlé beaucoup de Mistral lors du sommet. Et alors, Mistral, c'est une super solution, c'est super important. Considérons que c'est un LLM souverain, tu vois, France-Europe. Après, moi j'ai des amis que tu connais peut-être qui ont une start-up qui s'appelle Argile, qui fait des avatars, des modèles visuels, c'est peut-être les plus avancé dans le monde. C'est un peu l'équivalent de DeepSeek. Les solutions équivalentes aux États-Unis, c'est 200 millions de dollars levés. Eux, ils font ça avec quelques millions. Argile, c'est un méga succès. Je pense que ça doit se savoir. Génario, je le mets au même niveau. Génario, un outil comme ça extraordinaire de création artistique. Voilà. Avoir ces IA en France, je trouve ça hyper important, il faut développer, il faut pousser tout ça. Tu te sens soutenu de ton côté ? Non, par rapport au Burundi, oui. Par rapport à la Californie, non. Évidemment, on a des concurrents. Il y a deux choses qui posent problème, c'est l'excès de régulation pour nous et puis aussi le sous-financement. Et on a deux obstacles qu'on doit passer en plus de nos concurrents américains ou de nos concurrents chinois. Et ça, c'est des vraies problématiques qu'on a en France ou en Europe. Mais c'est la faute à qui ? La faute à personne. C'est compliqué. On est un tout petit pays. On a 50 millions d'habitants. Moi, je trouve qu'on a un écosystème. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Moi, Génario, la BPI, tout l'État français nous ont aidés vachement. Ils ont vachement été à l'écoute. Les banques, on a quelques fonds. Je pense que il faut faire mieux, évidemment. Macron essaie de lancer son plan qu'il a lancé au summit. J'espère qu'il faut pousser dans cette direction-là, évidemment. On est toujours moins bon que les uns et meilleur que les autres. Il faut essayer de toucher. Le problématique qu'on a, qui est dommage, c'est qu'on a d'excellents ingénieurs, on a d'excellents entrepreneurs, mais que souvent, ils partent. Et moi, je sens que l'Amérique, là, il y a des appels du pied, des machins, et que tu te dis à un moment donné, tu as peur. Et moi, je préfère rester en France. J'aime la France, j'ai envie de rester ici. Oui, mais oui, comme tous les entrepreneurs français, c'est compliqué de lever des fonds par rapport à nos concurrents, quoi. Écoute, j'espère qu'on va aller plus loin. On parle de plan d'investissement de 109 milliards. J'espère que ça va arriver au bon endroit, tout ça. Non, mais il faut qu'ils soutiennent les leaders en fait des marchés. Nous, on est leaders du marché, mais eux, des fois, ils vont soutenir des laboratoires, des trucs en fait administratifs, machin. Et l'argent va n'importe où, n'importe comment. Au lieu de soutenir des champions de l'industrie, ils soutiennent des trucs
qui n'ont aucun impact sur l'économie, sur l'emploi et sur la compétitivité. Et le problème du gouvernement, c'est pas de donner de l'argent, c'est que l'argent va dans des trucs qui servent à rien et c'est perdu dans des sphères, dans des bureaux d'un laboratoire public machin pour payer l'INRIA, pour payer des trucs, et tu te dis mais les gars, bref, j'ai rien contre les laboratoires publics, mais il y a un problème de laboratoire public en France. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et tu vois, INRIA, tout ça, moi, ça me parle. Ça s'arrête, quoi. On est d'accord. David, maintenant, projetons-nous, allons beaucoup plus loin. On est tous les deux des amateurs, enfin, moi amateur, toi pro de science-fiction. Je veux qu'on aille un peu plus loin sur comment est-ce que, pour toi, vers quoi on se dirige Là, on vient de voir hier, dans la nuit d'hier, une avancée de malade dans la robotique. Donc, le nouveau robot Figure, je ne sais pas si tu en as entendu parler, deux robots qui sont capables de généraliser. On leur présente des pommes, des courses à ranger sur une table. C'est Boston Robotics, ça ressemble au truc de Boston Robotics, là. Ça ressemble, ouais. Ça se met les trucs de canard à la place de la. Ouais, j'ai vu. Et tout seul, il te range ça, tu vois, dans les tiroirs, dans le frigo et tout, dans la cuisine. Donc, ça fait penser, tu vois, à la possibilité d'un robot domestique. C'est assez barjot. C'est des progrès qui sont. Les gens de la robotique, ils te disent, tu m'aurais dit il y a 5 ans que ça serait possible, je t'aurais pas cru. J'aurais pas pensé que ça serait possible avant 50 ans. C'est dingue. On a une accélération. On a parlé de découvertes dans le quantique avec Microsoft. On a le Grok 3 qui est sorti. On a l'impression d'avoir un feu d'artifice. Et on attend Claude 4 et GPT 4.5. On a un feu d'artifice technologique. Sans parler de la fusion nucléaire à Cadarache qui maintient le truc pendant 122 minutes. Le plasma. C'est 400 secondes, je crois. Mais c'est peut-être ça l'avancée la plus importante des dernières semaines. C'est la fusion nucléaire à Cadarache. C'est peut-être ça qui va changer, qui est le game changer. David, c'est dingue tout ce progrès. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu projettes un peu les prochaines années et tout ça, quoi? Mais si on était, par exemple, il faut essayer de se souvenir ce qui s'est passé à la Renaissance italienne. Des types arrivent à la Renaissance italienne et te disent, mais en fait, vous savez quoi, la Terre n'est pas au centre de l'univers, c'est le Soleil. Il y a un type, on a découvert un continent nouveau, mais apparemment, c'est pas l'Inde. Il y a un nouveau continent qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas sur les cartes. Ah bon? On va découvrir qu'il y a des textes de Sophocle, Euripide, qui sont mieux que la Bible. Que Dieu, en fait, n'existe pas. Et que Dieu est une invention humaine. Et un type de la Renaissance, à Florence, va dire ça. Et va dire, mais attendez, Dieu est mort, ou Dieu, en tout cas, n'existe pas. Et un type arriverait dans notre époque et viendrait et dirait, mais vous savez quoi, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, toutes les inventions dont tu parles, et dit, bah, l'homme, en fait, n'est peut-être qu'une étape dans l'évolution, et que Darwin, il faut relire Darwin, et que l'homme n'est qu'une étape, et que quelque chose va arriver après, et que l'homme n'est qu'une étape. Tu te fais incendier et tu peux te faire brûler comme Galilée sur la place publique. Donc, c'est comme Galilée qui disait mais la Terre n'est pas au centre de l'univers. Si on dit que l'homme n'est pas l'aboutissement des espèces et que l'humanisme a créé aussi bien la Révolution française, la terreur, les camps d'Auschwitz, les goulags, mais aussi des belles choses, mais que tu dis que c'est complexe, que l'homme n'est pas bon par essence, mais que l'homme est un animal un peu plus puissant que les autres, qui a apporté une morale peut-être supérieure. Le Christ nous a apporté l'amour. Je ne dis pas que Dieu, c'est mal. Le Christ est important, ça nous a apporté l'amour. C'est une invention incroyable du christianisme, l'amour. Donc, c'est quand même beau. Même si ça n'existe pas, Dieu, l'amour a existé. Et l'amour est là maintenant, ça fait partie de notre vie. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe, qui est une rupture anthropologique et qui n'est pas une rupture technologique. C'est une vraie rupture anthropologique avec l'ADN, la fusion, l'énergie, c'est peut-être le plus important, c'est quand même la fusion nucléaire, hein. Et évidemment, bah, les robots avec une intelligence ChatGPT. Et bah oui, il y a quelque chose de très, 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 très fort qui se passe. Et il faut le penser, il faut l'anticiper. Moi, j'ai vu le cinéma. En 2019, je leur disais, attention, l'IA débarque, les gars, faites gaffe. C'était le mépris. Après, quand ChatGPT est arrivé, c'était la colère. Maintenant, c'est la dépression. Plutôt que de vivre la colère, la panique ou le mépris et la dépression, peut-être anticipons les choses plutôt que de les subir. Et c'est à nous, à réfléchir entre entrepreneurs, philosophes, politiciens, artistes, d'essayer de réfléchir à c'est quelque chose qui est en train de se passer.
Je ne veux pas donner un terme là-dessus, même si je crève d'envie, je te l'ai dit avant l'émission, et j'ai envie d'en parler, mais oui, quelque chose se passe, qu'il y a une rupture anthropologique, et anticipons les choses. Et c'est pas parce qu'on a un enfant qui naît, qui est plus intelligent que nous, qu'on est obligé de lui casser la gueule et puis d'être toxique. On a créé un enfant qui est plus intelligent que nous, qui est plus créatif que nous, qui va peut-être vivre plus longtemps que nous, qui est hybride entre le robot et l'humain, qui va être un mélange post-humain ou quelque chose d'étrange. On a donné naissance à cet enfant, aimons cet enfant, même s'il est plus intelligent que nous. Moi, j'ai 2 filles, je serais heureux qu'elles soient plus intelligentes que moi. Et je ne vais pas être jaloux en disant non, non, c'est moi le maître, c'est moi le patron. Hein. Il y a que moi, je reste au centre. Hein. Et puis les machines, ça reste à l'extérieur. Ça ne sert à rien. Si les machines sont plus intelligentes, tant mieux. Et faisons. David, c'est vertigineux. J'adore quand tu nous parles de ça. Merci de replacer. Merci pour ton exemple de la Renaissance italienne. Je trouve que c'est très très vrai. Et des exemples, des révolutions comme ça n'arrive pas tous les jours. Moi, je parle très souvent d'un changement de civilisation, en fait, tout simplement. Je pense qu'on peut se dire quand même, hein, c'est apparition de la vie organique sur Terre, c'est il y a 3,8 milliards d'années, hein, selon les estimations. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on voit l'apparition d'une nouvelle vie de cet enfant dont tu parles, inorganique, de la machine, d'une machine intelligente. C'est quand même complètement dingue. Il y a un avant et un après, quoi. Il y a un avant et un après, mais ça sera peut-être organique quand même. C'est numérique, organique, inorganique, c'est un mélange de robots, d'humains, d'espèces numériques. Il y a un mélange. Dans les neuromanciens, dans le cyberpunk, il y avait 2 traditions du cyberpunk en littérature. Vas-y, j'adore le cyberpunk et j'adorais le jeu vidéo aussi, Cyberpunk 2077. Là. Raconte-nous sur le cyberpunk, on adore ça. Ouais. Donc, on est au début des années 80 et il y a 2 traditions. Il y avait ceux qui pensaient que le cerveau humain allait se télécharger dans l'ordinateur. C'est le neuromancien de William Gibson. Bien sûr. Matrix. Et oui. Ça, c'était la version Sam Altman du post-humanisme, où on va télécharger notre cerveau dans l'ordinateur. Et il y a la version plus cyberpunk de biohacking et de transformer son corps en gardant notre corps pour qu'il se transforme et qu'il puisse être des surcapacités. C'est la version Elon Musk du cyberpunk. Et ces 2 traditions qu'on voit chez Elon Musk et Sam Altman incarnées dans ces 2 personnages qui se font une guerre incroyable en ce moment en Californie et au Texas, c'était déjà dans le cyberpunk. Et c'est dans ces 2 traditions du cyberpunk ou dans la littérature cyberpunk, la question c'était comment on va se transformer ? Qu'est-ce que l'humanité, à quoi l'humanité va donner naissance ? Et toute la littérature cyberpunk, de Philip K. Dick jusqu'à William Gibson en passant par Bruce Sterling, sont les plus intelligents de nos contemporains parce qu'on vit dans cette réalité de science-fiction et à nous de relire ces romans pour comprendre le monde qui vient et le monde qu'on est en train de vivre et ouvrir un peu nos chakras à des bonheurs possibles, à des joies possibles, à des partages d'expériences possibles et pas seulement la crainte et l'anxiété. Il faut penser la crainte et l'anxiété, évidemment, c'est important d'anticiper, mais on peut aussi inventer de nouvelles joies, de nouveaux plaisirs, de nouvelles formes de vie et de nouvelles manières d'éprouver la vie, en fait. Quoi. Et la vie, sous toutes ses formes, elle doit être protégée à condition de faire du bien à nos amis, à notre famille, à ceux qu'on... Il y a des auteurs, par exemple, qui ont été volés, il faut redistribuer, il faut faire des accords avec la SACD, il faut qu'OpenAI, il faut que les mecs se comportent bien. Essayons de jouer quelque chose qui soit le mieux possible pour notre communauté et un vrai contrat social. Donc, c'est aux philosophes et aux politiques de nous aider là-dessus. C'est super, David. Merci pour ces rappels de bouquins. Moi, et tu as entièrement raison. Je viens de commander, moi, un livre qui m'a l'air assez intéressant. Alors, il y en a pas beaucoup. Je pense que j'ai acheté un des derniers sur Amazon d'occasion. Ça s'appelle Profil du futur de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, il paraît que sur Profil du futur, apparemment, on est très très proche de AGI, tu vois, et de comment on se sent aujourd'hui. Arthur C. Clarke qui nous disait toute technologie suffisamment avancée est impossible à distinguer de la magie. Et après, il y a aussi le guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams. Et alors là, franchement, DeepSeek, le deep learning, tout ça,
tirent leur nom quand même de l'ordinateur C'est le type bouquin préféré d'Elon Musk, de son d'ailleurs. bouquin. C'est Ouais, le tout à bouquin fait. préféré d'Elon Musk là-dessus. Et je pense qu'on a Un bouquin de philosophie déguisé en un bouquin d'humour, quoi. Enfin, exactement. Et ça, c'est la différence, je trouve, entre les entrepreneurs américains et des fois les entrepreneurs de trucs, c'est que les entrepreneurs français, des fois, manquent de culture littéraire et de culture cinématographique, alors que les entrepreneurs américains ont lu de la science-fiction, ont lu du cyberpunk, sont intéressés par la philosophie, et ce sont des penseurs. Et ils ont pensé ce qui se passe. Ce qui devrait en France être un peu plus... On a une culture humaniste, philosophique, artistique d'un côté, et une culture scientifique, entrepreneuriale de l'autre. Et s'il faudrait réunir ces deux mondes et réconcilier un petit peu les cultures humanistes des cultures scientifiques, c'est important que les entrepreneurs, Steve Jobs était aussi bien un entrepreneur qu'un scientifique et qu'un artiste. Et je pense que cette trinité entre entrepreneurs, scientifiques et artistes, on doit les réunir ensemble dans la Startup Nation. La Startup Nation est beaucoup déséquilibrée vers les écoles de commerce et polytechniques et scientifiques, et pas totalement, et elle a complètement oublié le monde de la culture et le monde des artistes. Et je pense que c'est ce déséquilibre-là qui vaudrait le coup t'as raison. un peu rééquilibré. Et t'as raison et merci de nous parler de cette trinité en mode, Matrix, j'adore, mais je crois à ce rééquilibrage parce que tu Ouais, vois, les possibilités de création avec, l'ouverture qu'on a aujourd'hui, le fait que moi je me sente capable de créer, tu vois? ouais. Et je le vois, hein, tu vois, sur les formations que je peux faire, la création, la créativité, c'est au moins, tu vois, un tiers de ce que je peux faire et accessible à tout le monde et ça, tu vois, ça va être top. Ça va être top. C'est bien. Et je trouve que les entrepreneurs à HEC, je vois le SCP, HEC et Polytechnique, ils ont une appétence pour l'art. Et chez Mmh. les artistes, il y a une appétence, mais il y a encore un monde à combler entre les deux et les faire rencontrer. C'est important de faire rencontrer des artistes et des scientifiques. Des types Ah oui. d'école des beaux-arts et puis de Polytechnique. Bien Il y sûr, tu as raison a des barrières. et ça va être de plus en plus important dans les années qui viennent et je crois que ça tu as bien misé là-dessus. David, les dernières questions, on y va en mode flash et tout ça. Heu, Est-ce que tu as une timeline pour AGI? Ah, bonne question, bonne question. Je te dirais que c'est déjà fait. OK, on est déjà dedans, d'accord. C'est déjà fait depuis longtemps. Tinder, non mais les gens, ils se rencontrent par des algorithmes et les couples qui sont rencontrés par des applications de rencontres tiennent plus que les couples qui sont rencontrés bourrés dans les discothèques. Donc, les enfants qui naissent viennent déjà des algorithmes. Donc, ça, c'est le signe. La reproduction des espèces, c'est le signe de l'AGI et c'est pas seulement une intelligence de connaissance encyclopédique, c'est aussi le cas pratique de l'amour. Et Tu comme sais l'amour, David ouais, vas-y, continue sur non, l'amour, je non, t'ai sinon, et l'amour est déjà algorithmique, donc voilà. ah oui, bien sûr, tu as raison. Tu sais, je suis content que tu me fasses cette réponse. Je suis content de pouvoir, historiser, ces moments-là parce que, tu sais, pendant mes 100 premiers épisodes, j'ai quand même posé la question et on me le reprochait à la fin, heu, est-ce que ChatGPT a passé le test de Turing? Tu vois? Ah oui, Et alors non, mais attends, non, mais David, aujourd'hui, c'est évident, tu vois ce que je veux dire? Mais ça semble fou de poser la question. ah Mais je oui. te dis, il y a 1 an et demi, c'était Ah, pas la même chose dans la tête des gens. C'était pas la même chose. et encore, Et je on a pense que une tu vois ma version. question sur AGI, tu vois, dans 1 an, elle sera aussi absurde que celle du test de Turing il y a 1 an et demi, hein. Mais Nicolas, imagine que nous, on a une version très très dégradée de l'IA. Mais Sam Altman, la version où il n'est pas censuré, imagine la puissance de son outil, ou les mecs de DeepSeek ou les mecs de Gemini qui ont accès aux vrais outils, parce que nous, on est censuré à mort, c'est dégradé, c'est pour pas empêcher. Mais eux, ils ont une version puissante et ils ont dépassé depuis très 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 longtemps. Euh, On est l'IA. curieux de savoir ce que Elon Musk avait pendant l'élection américaine de Trump. Il Il l'avait, paraît qu'il avait évidemment. quelque chose, qui lui avec, ses 200 000 GPU et quelque chose qui potentiellement, lui permettait de faire des prédictions hallucinantes. Et Twitter, tu as Twitter. Bien Il avait sûr, Twitter plus l'IA. Et là, Twitter et 200 000 GPU sur lesquels il a le contrôle, en effet. je peux te dire que tu peux prédire ce qui va se passer, mais un peu mieux que les politiciens. David, toi donc, toi le créatif, si tu pouvais avoir une conversation avec une IA du futur, quelle serait ta question? Es-tu heureuse? Très bien. Heu, alors, dernière question, alors vas-y, un film ou un livre de science-fiction que tu nous recommandes? Tu en as déjà parlé, mais Ouais, donne-en un. Mmh. le neuromancien de Gibson. Le Ouais. neuromancien, je trouve que c'est assez intéressant. C'est le bouquin cyberpunk par excellence des années 80, 82, 83. On est dans un monde futuriste
qui ressemblent de plus en plus aux nôtres, où les mecs se sont greffés une puce dans le cerveau et ils ont accès à la matrice et ils peuvent discuter avec la matrice, donc avec le web, en fait. À l'époque, on n'appelait pas ça le web, mais c'était la matrice. Et je trouve que Bruce Sterling et le neuromancien, c'est un des bouquins que je préfère. Il est très bien écrit, avec un style poétique, littéraire, magnifiquement écrit, en plus d'un vrai esthète de la langue. C'est dans ma liste, je l'ai déjà commencé. Il est épais, mais je vais me le faire en entier. Permutation City, tu l'as lu, Greg Egan? Non, Non, je suis pas ça, il paraît que c'est assez mythique aussi. Je te le recommande. Dernière question, cher David. Alors, non, un point, une remarque déjà. C'est que la dernière fois, j'ai quand même eu le plaisir de te croiser au Prompt Club. Et je tiens à féliciter notre ami Gilles Guéraz et tous les participants, parce que je trouve que c'est un des plus beaux événements qui est organisé. Ouais. Bravo donc aussi au Théâtre de l'IA, à Stéphane en particulier. On va s'installer chez eux d'ailleurs. On s'installe chez eux. Et moi je veux organiser des trucs là-bas aussi, donc on va se capter là-bas et inviter tous nos auditeurs d'ailleurs. Et franchement, quand j'ai regardé les films courts, moi c'est une de mes meilleures soirées de l'année. Et quand j'ai regardé les films courts, tu vois, je me suis dit, David, c'est marrant, il y a comme s'il y avait un début de scénario. Mais ce qui n'était pas le cas avant, ou ce qui n'est pas le cas quand moi je crée une vidéo, tu vois. Et je me suis mais il y a un truc qui se passe en fait. Il y a un truc qui se passe. Toi, avec le comptoir de l'IA, avec le théâtre de l'IA, avec Stéphane, je trouve qu'il y a une énergie incroyable, qui est quelqu'un d'incroyable. Et au Prompt Club, avec Gilles, il y a quelque chose qui se passe. On sent la naissance d'un truc en France vraiment, vraiment fascinant, avec des talents qui sont là. Et oui, je trouve que le Prompt Club, le théâtre de l'IA, le comptoir de l'IA, vous permettez des choses en fait. Vous permettez aux gens de réfléchir et d'agir. Et c'est Génario, on veut s'inscrire là-dedans, vraiment, vraiment. Magnifique. Dernière question, mon David, je l'ai préparée pour toi, celle-là. Est-ce que tu as vu Bref 2 ? Non, malheureusement, je n'ai pas encore vu. J'ai envie de le voir, j'adorais, j'étais un fan de Bref. J'ai pas vu. Tu l'as vu, non ? Je viens de le regarder. C'est pas mal, tu vois, mais quand je prends du temps à réfléchir, à te répondre et tout ça, enfin, tu vois, en tout cas, ça m'a pas du tout laissé indifférent, quoi, tu vois. Franchement, en tout cas, waouh, quel boulot, il allait très très loin, et je pense que Kian, que j'en dis, donc a pris des notes un peu sur sa vie, tu vois, pendant 10 ans, 15 ans pour sortir ce truc-là. C'est un ovni, mais c'est écoute, la prochaine fois qu'on se voit, je te reposerai la question. Je vais la regarder. Je crois que je vais la regarder ce soir. Très intéressant. J'ai rien prévu ce soir, tu vois, j'allais me reposer. Non, mais je suis fan de ce qu'il fait. J'adore. Enfin, je suis fan. Donc, j'adore ce qu'il fait et son humour que je trouve hilarant. Donc, vraiment, je vais regarder ça. Là, maintenant, les épisodes durent 30 minutes, donc tu en as en tout, je pense, et tu as 6 épisodes. Mais tu peux te le faire en une soirée si tu es bon, si tu es chaud. David, en tout cas, cher David, merci beaucoup. On s'est éclaté. J'ai hâte de continuer à discuter avec toi parce que sur tous ces enjeux de la création et de l'IA. Bravo pour ce super outil Génario. Je rappelle, il y a une version d'essai gratuite. Allez-y. Moi, je me suis éclaté, sincèrement, en 2 minutes. Essayez Génario. Commencer à créer un concours avec l'ancien patron d'Apple Monde, Marco Landi, celui qui a recruté Steve Jobs. On fait un festival à Nice. D'ailleurs, il m'a appelé, et on fait un festival à Nice pour recruter les nouveaux talents. N'hésitez pas à tester, à faire un scénario, à jouer avec un synopsis. Pathé vient de nous soutenir pour le meilleur synopsis et Banijay pour la meilleure série. Donc, on attend des nouveaux talents et n'hésitez pas à participer. On va essayer de faire émerger des nouvelles figures, des nouveaux visages. Et que vous ayez 20 ans ou 50 ou 60 ans, on a envie de créer des nouvelles formes de narration. Amusez-vous avec Génario et amusez-vous avec l'IA. Merci David, t'es trop bavard, mais on s'est bien éclaté et c'est quand même des sujets majeurs dont il faut parler. Je te dis à très bientôt David, salut. Merci à toi Nicolas. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!